Bonjour esprit curieux, bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'œuvre de l'un des philosophes les plus provocateurs, influents et souvent incompris du XXe siècle. Un penseur qui a changé à jamais notre façon d'appréhender la société. Il s'agit de Michel Foucault. Quand vous pensez au pouvoir, qu'imaginez-vous? Un roi sur son trône? Un gouvernement votant des lois? Pour Foucault, cette image n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il nous a enseigné que le véritable pouvoir est bien plus subtil, il est partout et nous façonne de l'intérieur, souvent à notre insu. La grande question que Foucault nous invite à nous poser n'est pas qui détient le pouvoir, mais comment il fonctionne. Comment se fait-il que nous acceptions certaines vérités comme universelles? Pourquoi obéissons-nous à des normes sociales qui semblent naturelles? Et si les institutions censées nous aider, comme les écoles, les hôpitaux ou les prisons, étaient en réalité des mécanismes de contrôle? Comprendre Foucault, c'est comme chausser une nouvelle paire de lunettes pour voir le monde. C'est dérangeant, certes, mais fondamental. Son travail est une sorte de boîte à outils pour quiconque souhaite comprendre de manière critique le fonctionnement de notre société moderne, de la psychiatrie au système judiciaire, en passant par notre propre identité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons déconstruire sa pensée. Nous retracerons l'évolution de ses idées, de son archéologie du savoir et de la folie, à sa généalogie du pouvoir et des prisons, et enfin, à son étude de la sexualité et du souci de soi. Préparez-vous, car c'est un voyage au cœur du pouvoir invisible. Avant de commencer, une petite parenthèse. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Pensez-y comme à une toile, une manière d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que nous vous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais plutôt un accompagnement visuel pour que vous laissiez libre cours à votre imagination avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Pour comprendre Foucault, il faut d'abord le situer. Il est né en France en 1926. Ce fut un étudiant brillant mais tourmenté. Il s'est toujours senti comme un étranger dans le monde académique traditionnel, un sentiment qui marquerait toute son œuvre. Ce n'était pas un philosophe de salon, mais un activiste, un historien des systèmes de pensée. Foucault rejetait les grandes étiquettes. Il n'aimait pas qu'on le qualifie de structuraliste ou de postmoderne. Il préférait se considérer comme un archéologue des idées. Son objectif n'était pas de trouver la vérité avec un grand V, mais de comprendre comment, à différents moments de l'histoire, certaines choses sont considérées comme vraies et d'autres comme fausses ou folles. Ses premières influences furent profondes. Il s'éloigna de la phénoménologie de Sartre, qui plaçait le sujet et la conscience au centre. Foucault s'intéressait davantage aux structures impersonnelles qui nous façonnent. Il s'inspira de Nietzsche, de son idée de la généalogie, que nous aborderons plus tard, et de la littérature de Bataille et Blanchot, qui explorait les limites de la raison. Le premier grand coup d'éclat de Foucault fut Histoire de la folie à l'âge classique, publié en 1961. Ce livre n'est pas une histoire de la psychiatrie. C'est l'histoire de la manière dont la folie a été construite par la raison. C'est un livre sur l'exclusion, sur la façon dont une société définit ce qui est normal, en réduisant au silence et en enfermant ce qui ne l'est pas. Foucault nous montre qu'à la Renaissance, les fous circulaient avec une certaine liberté. Ils étaient perçus comme porteurs d'une vérité différente. Mais avec l'avènement de l'âge classique, l'ère de la raison, cela a changé. La folie a cessé d'être un dialogue avec la déraison pour devenir silence. Les grands hôpitaux et lieux d'internement furent créés. Ce que Foucault soutient, c'est que la psychiatrie n'a pas découvert la maladie mentale. Elle l'a plutôt créée comme objet d'étude en la séparant, en la classifiant et, surtout, en lui donnant un langage scientifique qui la privait de sa propre voix. Le fou ne pouvait plus parler par lui-même, le médecin parlait à sa place. Cette première période de Foucault est connue sous le nom de sa phase archéologique. Et ici, nous devons définir un concept clé. Qu'est-ce que l'archéologie pour Foucault? Il ne s'agit pas de creuser dans la terre, mais de fouiller dans les archives, dans les textes, dans le langage. L'archéologie cherche à déterrer les règles cachées qui déterminent ce qui peut être pensé et dit à une époque donnée. Foucault ne se demande pas ce que les gens pensaient, mais ce qui rendait possible qu'ils pensent de cette manière. Quelles étaient les conditions de possibilité du savoir? Cela nous mène à son œuvre monumentale de 1966, Les mots et les choses, un livre qui le propulsa au rang de superstar intellectuel. Dans celui-ci, Foucault analyse comment les sciences humaines, biologie, économie, linguistique, ont émergé et évolué. Il introduit ici un autre concept fondamental, l'épistémé. L'épistémé n'est pas le savoir en soi, mais l'inconscient d'une époque. C'est l'ensemble des présupposés fondamentaux, non questionnés, qui organisent tout le savoir. C'est le soubassement sur lequel repose la pensée d'une époque. Foucault identifie différentes épistémès, par exemple celle de la Renaissance qui reposait sur la ressemblance,
Tout ressemblait à tout, le microcosme, l'homme, reflétait le macrocosme, l'univers. Le savoir consistait à interpréter les signatures de Dieu dans le monde. Puis, à l'époque classique, 17e et 18e siècle, l'épistémé change. Ce n'est plus la ressemblance, mais la représentation et la classification. Le monde devient un vaste tableau. Pensez à l'inné classifiant les plantes et les animaux. Le savoir consiste à ordonner le monde en catégories claires et distinctes. Finalement, arrive l'épistémé moderne, 19e siècle, où émerge une figure nouvelle et problématique. L'homme. Pour la première fois, l'être humain devient objet d'étude pour lui-même. Naissent la psychologie, la sociologie, la biologie moderne. L'homme est celui qui connaît, mais aussi ce qui est connu. La célèbre et provocatrice conclusion des mots et les choses est que l'homme est une invention récente. Et que si l'épistémé qui l'a rendu possible est en train de disparaître, alors l'homme pourrait s'effacer, comme un visage de sable au bord de la mer. Une phrase qui fit scandale. Ce que Foucault dit, ce n'est pas que les êtres humains vont disparaître, mais que l'idée que nous avons de l'homme comme centre de l'univers, comme sujet souverain, est historique et par conséquent passagère. C'est une attaque directe contre l'humanisme qui avait dominé la philosophie occidentale. Pour résumer sa méthode archéologique, Foucault publie L'archéologie du savoir en 1969. C'est un livre dense, méthodologique, où il défend son approche. Son objet d'étude n'est pas les idées, mais les énoncés et les formations discursives. Et ici, le discours est un mot-clé. Pour Foucault, un discours n'est pas seulement ce qui est dit, c'est un système qui produit du savoir. Un discours, comme celui de la médecine, du droit ou de l'économie, définit ce qui est normal, ce qui est vrai, et en même temps, il définit ce qui est anormal ou faux. Le discours, par conséquent, n'est pas neutre. C'est une forme de pouvoir. Le discours médical ne se contente pas de décrire les maladies. Il a aussi le pouvoir de définir quelqu'un comme malade ou sain, avec toutes les conséquences sociales que cela implique. Le discours ne décrit pas la réalité, il la produit. Cette découverte que le savoir, discours et le pouvoir sont intimement liés marque un tournant dans la pensée de Foucault. Les événements de mai 68 à Paris, les protestations étudiantes et ouvrières, le bouleversant. Il se rend compte que l'archéologie ne suffit plus. Il ne suffit pas de décrire les règles du savoir, il faut comprendre comment elles s'imposent. Foucault devient plus politique, plus militant. Il s'engage dans le groupe d'information sur les prisons, GIP. Son approche se déplace des règles, du savoir aux relations de pouvoir. Il passe de l'archéologie à la généalogie, un terme qu'il emprunte à Nietzsche. La généalogie ne cherche pas une origine pure ou une évolution linéaire. Elle cherche les débuts basses, désordonnés et conflictuels. Elle ne demande pas qu'est-ce que la justice, mais comment ce système de justice particulier, avec ses tribunaux et ses prisons, a-t-il réussi à s'imposer aux dépens d'autres? C'est une histoire du présent. Ce tournant généalogique donne naissance à son livre le plus célèbre et peut-être le plus percutant, Surveiller et punir. Naissance de la prison, publié en 1975. Ce livre fut une bombe. Il débute par une description graphique et brutale du supplice public d'un régicide au XVIIIe siècle. Le livre contraste ce supplice, ce pouvoir monarchique exercé avec violence sur le corps du condamné, avec un emploi du temps carcéral d'à peine 80 ans plus tard. Un emploi du temps méticuleux qui régit chaque seconde de la vie du prisonnier. Que s'est-il passé? Sommes-nous devenus plus humains? Foucault répond non. Ce n'est pas que nous soyons devenus plus humains, c'est que le pouvoir a changé de tactique. Il est passé d'un pouvoir qui châtie le corps à un pouvoir qui discipline le corps. Il est passé de la violence spectaculaire au contrôle minutieux. L'objectif n'est plus de détruire, c'est de réformer. C'est de créer des corps dociles. C'est ici que Foucault développe l'une de ses thèses les plus radicales. Le pouvoir n'est pas quelque chose que l'on possède comme un objet. Le pouvoir ne se trouve pas uniquement dans l'État, chez le roi ou dans la classe dominante. C'est la vision juridique du pouvoir. Foucault propose une vision de microphysique du pouvoir. Pour lui, le pouvoir est une relation. Il est partout. Il s'exerce, il ne se possède pas. Il circule. Il se trouve dans la relation entre médecin et patient, entre maître et élève, entre gardien et prisonnier, et même entre amis et amants. Le pouvoir n'est pas une chose, c'est une stratégie. Et de manière cruciale, le pouvoir n'est pas seulement répressif. Il ne dit pas seulement non. C'est sa grande rupture avec le marxisme et le freudisme, qui voyaient le pouvoir comme quelque chose qui réprime l'économie ou le désir. Foucault dit que le pouvoir est aimé productif. Le pouvoir produit la réalité. Il produit le savoir. Il produit le plaisir. Il produit le sujet lui-même. Revenons à la prison. Le nouveau pouvoir disciplinaire n'a pas besoin de la torture. Il dispose d'outils plus subtils et efficaces. Lesquels? Premièrement, la surveillance constante. Deuxièmement, la normalisation. Et troisièmement, l'examen. Le symbole parfait de ce nouveau pouvoir est le panoptique.
un modèle de prison idéal proposé par le philosophe Jeremy Bentham. C'est une prison circulaire avec une tour de surveillance au centre. Les prisonniers sont dans des cellules individuelles en périphérie, rétroéclairées. Le gardien dans la tour peut voir tous les prisonniers, mais eux, à cause de la lumière, ne peuvent pas voir le gardien. Ils ne savent pas s'ils sont observés à un moment donné, mais ils savent qu'ils pourraient l'être. Le résultat, le pouvoir devient automatique. Les prisonniers intériorisent la surveillance et se surveillent eux-mêmes. Pour Foucault, le panoptique est la métaphore de la société disciplinaire moderne. Et c'est là que ça devient glaçant. Foucault dit que ce modèle, surveillance, normalisation, examen, ne s'est pas cantonné aux prisons. Il s'est étendu comme un virus à toutes les institutions de la société, l'école. Avec ses rangées de pupitres, ses emplois du temps, ses examens constants, c'est un panoptique. Elle n'enseigne pas seulement les mathématiques, elle enseigne l'obéissance. Elle enseigne à être un bon élève, une norme. L'examen ne mesure pas seulement le savoir, il hiérarchise et punit la déviance. L'hôpital, avec ses dossiers médicaux, l'examen, sa classification du sain et du pathologique, la norme, et le regard constant du médecin, la surveillance. L'hôpital moderne naît en même temps que la clinique, qui est littéralement l'art de l'observation et de l'enregistrement. L'usine, avec son contrôle des temps et des mouvements, l'horaire, la standardisation du travail, la norme, et la supervision du contremaître, la surveillance. L'objectif est de créer un travailleur productif et docile, un corps utile. Même l'armée. Autrefois, les soldats étaient forts et courageux. Aujourd'hui, le soldat moderne est fabriqué. À travers des exercices répétitifs, de la marche, de l'uniforme, on crée un soldat discipliné, un corps qui obéit avant de penser. C'est ce que Foucault appelle la société disciplinaire. Une société où le contrôle ne vient pas d'un dictateur, mais d'un réseau diffus de normes et de surveillance. Nous sommes tous devenus des prisonniers et des gardiens de nous-mêmes. Nous nous autodisciplinons. Ce réseau de pouvoir-savoir, Foucault les écrit ensemble, pouvoir-savoir, est celui qui définit ce qui est vérité. La vérité n'est pas quelque chose qui existe là-bas, attendant d'être découverte. La vérité est le résultat d'une lutte de pouvoir. C'est ce que le système de pouvoir-savoir d'une époque décide être vrai. Pensez-y un instant. Au XIXe siècle, c'était une vérité scientifique, que les femmes étaient intellectuellement inférieures. Aujourd'hui, c'est une vérité scientifique que l'homosexualité n'est pas une maladie. Ce qui a changé, ce n'est pas la biologie, c'est le système de pouvoir-savoir qui définit ce que la biologie dit. Le pouvoir a besoin du savoir pour se justifier et le savoir a besoin du pouvoir pour s'imposer. Le psychiatre a besoin du pouvoir de l'État pour enfermer quelqu'un et l'État a besoin du psychiatre, le savoir, pour dire « cette personne est folle, ce n'est pas un prisonnier politique ». Cette analyse du pouvoir disciplinaire, centrée sur le corps individuel, n'est qu'une partie de l'histoire. Vers la fin de sa vie, Foucault commence à percevoir l'émergence d'une nouvelle forme de pouvoir, une qui ne se concentre pas sur l'individu, mais sur la population. Cela nous mène à son dernier grand projet, Histoire de la sexualité. Le premier volume, La volonté de savoir, publié en 1976, est une autre bombe. Foucault attaque de front l'hypothèse répressive. L'hypothèse répressive est l'idée, très populaire dans les années 70, pensons à Freud, selon laquelle le pouvoir, particulièrement victorien, a réprimé le sexe. Qu'on nous a fait taire, que le sexe est devenu tabou et que notre libération consiste à en parler. Foucault répond, vraiment? Réprimer? Jamais dans l'histoire nous n'avons autant parlé de sexe. Ce qui s'est passé au XIXe siècle n'était pas une répression, mais une explosion de discours sur le sexe. Soudain, le sexe est devenu une affaire d'État. Le sexe fut médicalisé par les médecins, criminalisé par les juges, analysé par les psychiatres et confessé aux prêtres. On s'est obsédé sur la sexualité des enfants, celle des femmes hystériques, et surtout, on a créé la catégorie de l'homosexuel. Avant, la sodomie était un acte que n'importe qui pouvait commettre. Mais le 19e siècle a inventé l'espèce. L'homosexuel n'était pas quelqu'un qui faisait quelque chose, c'était quelqu'un qui était quelque chose. Sa sexualité définissait son identité. C'est un exemple parfait du pouvoir produisant une catégorie, un type de personne. Et à quoi bon cette explosion de discours? À quoi bon cette science sexuelle? Foucault dit que c'est ici qu'émerge la nouvelle forme de pouvoir, le biopouvoir. Le pouvoir sur la vie, le biopouvoir a deux pôles. D'une part, l'anatomopolitique du corps, que nous avons déjà vu avec la discipline, le contrôle du corps individuel. D'autre part, la biopolitique de la population. À l'État moderne, il ne s'intéresse plus seulement à savoir si vous obéissez à la loi. Il s'intéresse au taux de natalité, à l'espérance de vie, à la santé publique, à l'hygiène, à la race. L'État commence à gérer la vie de la population comme s'il s'agissait d'un troupeau. Comment l'optimiser? Comment la rendre plus productive? Et le sexe est le point de convergence parfait.
C'est là que se croisent le contrôle du corps individuel, anatomopolitique, et le contrôle de l'espèce, biopolitique, à travers la natalité. Le sexe devient un problème de santé publique, un pilier de la gestion de l'État. Ce biopouvoir est la forme de pouvoir la plus dangereuse. L'ancien pouvoir du souverain était de laisser vivre et faire mourir, exécuter le criminel. Le nouveau biopouvoir est de faire vivre et laisser mourir. Il gère la vie, mais lorsque ce pouvoir devient absolu, il décide quelle vie mérite d'être vécue et lesquelles non. Pour Foucault, le racisme d'État et dans sa forme la plus extrême, le nazisme, n'étaient pas une aberration. Ils furent la conséquence logique du biopouvoir. La biopolitique poussée à l'extrême, l'idée que pour que notre population vive et soit saine, une autre population, la race inférieure, doit mourir. Par conséquent, Foucault nous montre que nous ne nous sommes pas libérés du pouvoir victorien. Nous sommes simplement passés d'un pouvoir disciplinaire à un biopouvoir où notre vie elle-même, notre santé, notre sexualité sont devenus l'objectif central du pouvoir. Après le premier volume de l'Histoire de la sexualité, Foucault observa un long silence de 8 ans. Le public s'attendait à ce qu'il continue d'analyser la science sexuelle du 19e siècle. Mais Foucault, comme toujours, prit un virage inattendu. Lorsqu'il publia enfin les volumes suivants, juste avant de mourir en 1984, le thème avait drastiquement changé. Il retourna 2000 ans en arrière, chez les Grecs et les Romains, pour étudier l'usage des plaisirs et le souci de soi. Pourquoi ce virage? Foucault réalisa quelque chose. Il avait passé toute sa carrière à analyser comment le pouvoir nous fait sujet fou, sujet criminel, sujet sexuel. La question qui lui manquait était: est-il possible de nous créer nous-mêmes comme sujet d'une autre manière? Chez les Grecs, Foucault découvrit quelque chose de fascinant. Il se préoccupait aussi du sexe, du régime alimentaire, du corps. Mais pas comme une loi morale imposée de l'extérieur, comme le christianisme, ou une norme scientifique, comme le biopouvoir. Pour eux, c'était une question d'esthétique. Foucault découvre l'esthétique de l'existence. L'idée que la vie d'un homme, à cette époque, cela ne concernait que les hommes libres, pouvait être une œuvre d'art. L'objectif était de se gouverner soi-même, de pratiquer le souci de soi, epimeleia hioutou, pour être un sujet libre. Ce souci de soi n'était pas de l'égoïsme. Au contraire, pour les Grecs, seul quelqu'un qui savait se gouverner lui-même, contrôler ses passions, ses plaisirs, était capable de gouverner la cité. C'était une pratique éthique et politique. C'est la période éthique de Foucault. Il ne s'agit pas de nous dire de vivre comme les Grecs. Ce serait impossible. Ce qu'il nous offre, c'est une généalogie de notre propre morale sexuelle. Il nous montre que le sujet moral n'a pas toujours été basé sur l'obéissance à une loi universelle. Foucault retrace comment nous sommes passés de cette esthétique de l'existence grecque à une morale du code romaine, plus centrée sur la loi et le mariage, et finalement à l'herméneutique du désir chrétienne, où non seulement vos actes sont jugés, mais aussi vos pensées les plus intimes. Le christianisme, pour Foucault, introduit une forme de pouvoir pastoral. Le pasteur prend soin de chaque brebis, la connaît individuellement, la guide et exige que la brebis lui confesse ses péchés, ses désirs les plus cachés pour être sauvée. Une technique de subjectivation incroyablement puissante. Et c'est ici que Foucault fait le lien. Ce pouvoir pastoral, cette technique d'examen de conscience et de confession, n'a pas disparu avec la religion. Il s'est sécularisé. Le psychiatre, le travailleur social, le médecin sont devenus les nouveaux pasteurs qui nous invitent à dire la vérité sur nous-mêmes pour être normaux. Foucault est mort en 1984 du sida, laissant inachevée l'histoire de la sexualité. Mais son travail final sur l'éthique nous laisse une dernière question, peut-être la plus importante. Si le pouvoir est partout, la résistance est-elle possible? La réponse de Foucault est un oui catégorique. Mais la résistance pour lui n'est pas une grande révolution qui prendra le palais d'hiver. C'est la vieille idée du pouvoir. Si le pouvoir est un réseau de microphysique, la résistance doit l'être aussi. Foucault dit « là où il y a pouvoir, il y a résistance ». Ils ne sont pas séparés. La résistance n'est pas hors du pouvoir. Elle naît en son sein. Chaque relation de pouvoir est instable et crée la possibilité de sa propre subversion. L'esclave peut toujours résister au maître, l'élève au professeur. La résistance n'est pas d'échapper au pouvoir, c'est impossible. Nous sommes toujours en son sein, mais de jouer le jeu différemment. C'est ce qu'il appelle les pratiques de liberté. C'est utiliser les outils du pouvoir savoir contre eux-mêmes. C'est créer de nouveaux espaces, de nouvelles relations, de nouvelles façons d'être sujet. La philosophie pour Foucault n'est pas de trouver la vérité. C'est une critique. C'est une manière de diagnostiquer le présent. C'est se demander constamment « pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi l'acceptons-nous? Cela pourrait-il être autrement ?» C'est un exercice de désubjectivation. Si le pouvoir nous a fait d'une certaine manière, comme un délinquant ou un bon élève,
La liberté consiste à refuser ce que nous sommes. C'est un travail éthique et politique constant pour inventer de nouvelles formes de vie. Maintenant, la pensée de Foucault n'est pas exempte de critiques, et elles sont importantes. Beaucoup l'ont accusé de relativisme. Si la vérité n'est qu'un produit du pouvoir, cela signifie-t-il que toutes les vérités se valent? La vérité de l'astronomie est-elle la même que celle de l'astrologie? Foucault s'en est défendu. Il ne disait pas qu'il n'existait pas de réalité, la Terre tourne autour du Soleil, mais que la pratique scientifique qui nous permet de le savoir et le statut de vérité que nous lui accordons est immergé dans des relations de pouvoir, science contre religion par exemple. Une autre critique, venant notamment de la gauche, comme Sartre ou Habermas, était que sa vision du pouvoir était un piège. Si le pouvoir est partout, comment une action politique réelle et unifiée est-elle possible? Ne nous laisse-t-il pas dans une impasse où nous ne pouvons faire que de petites résistances locales? Foucault pourrait répondre qu'il n'était pas un prophète. Il n'était pas là pour donner un plan d'action politique. Il était là pour offrir des outils de diagnostic. Son travail était de montrer les mécanismes cachés du pouvoir afin que d'autres, groupes féministes, mouvements pour les droits civiques, militants, puissent mener leur propre lutte de manière plus éclairée. Il a également été critiqué pour son esthétique de l'existence. N'est-ce pas un luxe réservé aux individus privilégiés? Que dit le souci de soi à quelqu'un qui lutte pour survivre au quotidien? C'est une critique valable qui pointe un certain élitisme dans ses dernières œuvres. Malgré ces critiques, l'héritage de Foucault est immense. Il est presque impossible de faire de la théorie sociale, de l'histoire, de la sociologie, des études de genre ou de la théorie queer aujourd'hui sans tomber sur lui. Ces concepts sont devenus une partie de notre langage critique. Les queer studies, par exemple, s'abreuvent directement de son idée que la sexualité est une construction historique et non une essence biologique. L'idée de Judith Butler selon laquelle le genre est performatif est une continuation directe du travail de Foucault. Les études postcoloniales ont utilisé ces outils pour montrer comment le savoir occidental, comme l'anthropologie ou la médecine, fut employé comme un instrument de pouvoir pour contrôler et définir les populations colonisées, créant la vérité du sauvage ou du primitif. Même notre compréhension actuelle de l'ère de l'information et de la surveillance numérique résonne avec Foucault. Qu'est-ce qu'Internet sinon un panoptique numérique? Nous laissons volontairement nos données, notre localisation, nos goûts, pour être surveillés, non pas par un gardien, mais par des algorithmes. La différence est que ce n'est plus seulement pour créer des corps dociles, mais des consommateurs prévisibles. C'est le biopouvoir converti en capitalisme de surveillance. Le pouvoir ne discipline ou ne gère plus seulement la vie, il l'anticipe et la façonne pour en tirer des profits. Alors, comment résumer Foucault? Ce ne fut pas un philosophe de système, mais un philosophe de problème. Ce fut un historien du présent, un archéologue du savoir et un généalogiste du pouvoir. Son œuvre est un appel à la vigilance, un rappel que les choses que nous considérons comme normales, vraies ou naturelles, la folie, la criminalité, la sexualité, le moi, ont une histoire. Et si elles ont une histoire, cela signifie qu'elles ont été construites. Et si elles ont été construites, elles peuvent être déconstruites et peut-être reconstruites différemment. L'héritage de Foucault n'est pas un ensemble de réponses, mais un ensemble de questions dérangeantes. Il ne nous dit pas quoi penser, mais nous donne des outils pour penser comment nous pensons. Il nous enseigne à être critiques, non seulement avec le gouvernement, mais avec le médecin, avec l'enseignant et surtout avec nous-mêmes. Peut-être sa leçon la plus profonde est que la liberté n'est pas un état que l'on atteint, ni un droit que l'on possède. La liberté pour Foucault est une pratique. C'est le travail éthique et politique, sans garantie et sans fin, de questionner les formes de pouvoir qui nous constituent, afin de pouvoir créer de nouvelles formes de vie. Ce fut un voyage dense, mais absolument fascinant. Foucault est un auteur qui vous bouscule, qui ne vous laisse pas indifférent. Merci de tout cœur de m'avoir accompagné pour votre curiosité et votre temps. J'espère que ces idées résonneront et vous inviteront à questionner le monde qui vous entoure. Si ces analyses approfondies vous passionnent, abonnez-vous et activez les notifications. Et j'adorerais vous lire dans les commentaires quelle idée de Foucault vous a le plus marqué ou avec laquelle êtes-vous en profond désaccord. Le débat est là où la philosophie commence. On se retrouve pour le prochain voyage.